Ladies and gentlemen, and welcome to our meeting. Mesdames et messieurs, bienvenue à la réunion du comité permanent des banques et du commerce est maintenant ouverte. Je dois informer tous ceux qui sont ici présents et nos téléspectateurs qu'il y aura un vote au Sénat à 5h15 aujourd'hui. Le comité va donc suspendre la séance à 5h15 pour pouvoir participer à un vote. La séance reprendra ensuite vers 5h45, 5h50. Aujourd'hui, le comité tient sa 5e réunion dans le cadre de son étude sur l'utilisation de la monnaie numérique qui a commencé il y a 2 semaines par un exposé du ministère de la Finance. Nous avons ensuite entendu plusieurs universitaires ainsi que la Banque du Canada. Des représentants gouvernementaux ont parlé des guichets automatiques bancaires Bitcoin qui sont en place dans diverses villes canadiennes, dont Ottawa. Nous allons présenter le reçu d'un achat Bitcoin. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Kyle Kemper et Madame Victoria Van Eyck, partenaire au sein du Bitcoin Strategy Group, ils nous feront un exposé sur l'utilisation quotidienne du Bitcoin. Ils ont même apporté, comme vous l'avez vu, un guichet automatique bancaire Bitcoin. Nous souhaitons également la bienvenue à M. Joseph David, PDG de CA Vertex, qui est accompagné de son conseiller, M. Larry O'Brien. Ils discuteront du rôle des bourses Bitcoin. Les exposés, qui prendront environ 20 minutes chacun, seront suivis de l'achat de Bitcoin par M. Kemper et M. Assi Dawan, cofondateurs du fabricant de ces guichets. J'espère que la démonstration sera terminée avant que nous ne suspendions la séance. Je vous demande donc de faire vos déclarations. Les sénateurs poseront des questions. Par la suite, la pièce et les témoins seront libres et seront disponibles pour ceux qui voudraient poser des questions ou qui voudraient acheter eux-mêmes des bitcoins. J'accorde maintenant la parole à M. Kemper. Monsieur Kemper, vous avez la parole. Je voudrais vous remercier des efforts que vous avez déployés pour apporter votre machine. Je vous remercie. Nous vous remercions de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer par des exemples comment on achète des devises fondées sur les mathématiques comme le Bitcoin. Avant de le faire, je voudrais cependant vous expliquer quelles possibilités cela offre au Canada. En raison de notre laisser-faire sur le Bitcoin, le Canada est devenu l'un des principaux pays en ce qui touche l'innovation, l'entrepreneuriat Bitcoin. De Vancouver à Saint John, des gens de tout le pays s'unissent pour profiter de cette occasion. Dans le monde entier, des pays comme l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, Singapour, le Luxembourg et l'Afrique du Sud essaient de comprendre comment le Bitcoin est lié aux finances, aux impôts, au commerce et à l'innovation. Nous avons l'occasion de devenir un chef de file dans ce domaine. Avant d'en arriver à des conclusions, nous devons comprendre ce qu'est le Bitcoin, comment il fonctionne et quel est son avenir. Comme nous l'avons appris, le Bitcoin est une monnaie ouverte, décentralisée, qui permet d'envoyer de la valeur par Internet. Nous ne sommes pas ici pour vous parler des données scientifiques sur lesquelles repose le Bitcoin, mais sur l'usage quotidien qu'on en fait, à commencer par la création d'un portefeuille Bitcoin. Ma collègue Victoria va maintenant vous expliquer exactement ce qu'il en est. Bonjour, je m'appelle Victoria. Je suis ici pour vous parler des portefeuilles Bitcoin. Tous ceux qui utilisent le Bitcoin doivent acquérir un portefeuille. Le Bitcoin est comme une autre monnaie. On peut la dépenser, on peut l'investir, on peut la transférer à des gens dans le monde entier.
C'est comme toute autre monnaie fiduciaire. Nous dépensons l'argent comptant que nous avons dans nos portefeuilles. Nous en conservons dans notre compte de chèque et nous devrions aussi investir notre argent pour qu'il croisse. N'oubliez donc pas cela lorsque je parlerai du Bitcoin. La première façon de conserver des bitcoins, c'est d'avoir un portefeuille de stockage chaud, un portefeuille qui est lié à l'Internet et qui me permet d'envoyer des bitcoins grâce à mon ordinateur ou à mon téléphone intelligent. Comme un compte de chèque ou comme du comptant, nous ne conservons qu'une somme minimale dans un portefeuille de stockage chaud, notre argent courant notamment. Pour les bitcoins que nous avons achetés par la suite, nous utilisons un portefeuille hors ligne. La majorité des utilisateurs de Bitcoin conservent le Bitcoin dans un portefeuille de stockage froid. Ce type de conservation des bitcoins n'est pas lié à l'Internet. On pourrait donner un exemple, une clé USB ou un disque dur. D'autres personnes utilisent un mécanisme de stockage très froid. Il est important que tous les utilisateurs de Bitcoin sachent comment conserver cette monnaie. Il faut d'abord, évidemment, acquérir des bitcoins avant de les entreposer. Je remercie Victoria. De façon générale, il y a 3 façons qu'une personne peut acheter des bitcoins. On peut d'abord en acheter directement d'un autre détenteur de bitcoins. On peut s'adresser à une bourse ou on peut en acheter dans un guichet automatique comme celui-ci. Je vais commencer par vous expliquer comment on achète directement des bitcoins d'une autre personne. Et nous allons faire la démonstration simplement pour vous montrer comment ça se passe. Moi, je voudrais 20 $ de bitcoin. Je vais acheter cette somme de Victoria qui possède des bitcoins. La première chose à faire, c'est que je montre à Victoria, ma clé publique. C'est un code QR qui représente mon adresse Bitcoin. Je la montre à Victoria. Elle numérise l'information. Ensuite, elle inscrit la quantité de Bitcoin qu'elle veut m'envoyer et c'est son téléphone qui va faire la conversion. 0.08 Bitcoin équivaut à 20 $. Elle elle presse sur envoi. Bon, il y a quelques transactions qui se font, opérations qui se font, et dès que la transaction s'accomplit, la valeur de ces bitcoins, la propriété de ces bitcoins qui sont dans son compte est transférée dans le mien. Inaudible pour l'interprète. Dès que je reçois les bitcoins, j'ai acheté 20 $ de bitcoin, je lui donne 20 $. Est-ce que vous voulez voir ce 20 $? Vérifiez que ce n'est pas un faux billet. Bon, la transaction vient d'apparaître dans mon portefeuille. Voilà donc la principale façon dont on fait le commerce des bitcoins. Il y a des sites qui permettent aux acheteurs et aux vendeurs d'entrer en communication. La deuxième façon d'acheter des bitcoins, et c'est la raison pour laquelle Joseph est ici. Joseph est le PDG de Canada Vortex ou de C-Vortex, la plus grande bourse de bitcoin au Canada. Et il va maintenant vous présenter sa bourse. Bonjour, je m'appelle Joseph David, PDG de CV Vertex. Je suis honoré d'être ici à Ottawa pour prendre la parole à des représentants gouvernementaux à vous expliquer ce qui se passe dans le monde des bitcoins. Je voudrais vous expliquer à quel point les Canadiens s'intéressent à cette nouvelle monnaie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment fonctionnent les bitcoins, vous expliquer les défis qui existent. Nous allons vous présenter la bourse de bitcoin. On va vous expliquer comment les marchands acceptent cette monnaie. Je vais commencer par vous présenter la bourse de bitcoin. Premièrement, je voudrais d'abord dire qu'il y a une petite définition. Chaque fois qu'on voit BTC, je fais allusion à Bitcoin.
C'est la première monnaie courante qui est échangeable. Et c'est un véritable or virtuel. La raison pour laquelle je le dis, c'est que notre bourse canadienne vous permet d'échanger des bitcoins et des litecoins. Bon, je m'excuse, il y a interprétation, c'est un peu rapide. Bon, la raison pour laquelle j'indique des litecoins, c'est que nous comprenons bien qu'on doit surtout vous parler des bitcoins aujourd'hui. Avant l'arrivée de C.A. Birdcast, la seule façon d'acheter des bitcoins, c'était des transferts de personne à personne, un échange d'argent comptant contre des bitcoins. Comme vous l'avez vu, on pouvait aussi recourir à des transferts électroniques de personne à personne, mais cela peut donner lieu à des fraudes. Ce n'était pas la véritable façon d'obtenir des bitcoins. Lorsque mon ami s'est adressé à moi en janvier 2011, m'a dit c'est tout à fait absurde, les Canadiens veulent des bitcoins, il n'y a pas de bourse de bitcoins, alors créons une bourse. C'est ce qui a été le point de départ. En bas, vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une bourse canadienne. On peut transférer de l'argent en ligne en Europe et au Japon et acheter des bitcoins. Mais si on le fait fréquemment, votre compte de banque canadien va être fermé. Et moi, je peux vous dire que 2 de mes comptes personnels dans des banques canadiennes ont été fermés parce qu'on m'a demandé ce qui faisait l'objet d'échanges. J'ai dit des bitcoins et on a fermé mes comptes. Alors, le transfert de bitcoin à l'échelle internationale présente de grands risques. C.A. Vertex est la plus grande bourse de bitcoin au Canada. Nous avons ouvert notre bourse en juin 2011. Ça fait ce qui fait que nous sommes l'une des plus vieilles bourses au monde. Nous offrons le service seulement aux citoyens et résidents du Canada. C'est ma décision, c'est la vision de mon entreprise et je pense que cela assure notre sécurité. Je pense qu'il ne faudrait pas songer à s'installer à l'étranger parce que le climat est bon au Canada. Nous avons 40 000 comptes clients aujourd'hui et le chiffre très étonnant, nous avons échangé plus de 82 millions de dollars en bitcoin au Canada. J'espère que cela va vous intéresser. Encore une fois, tout cela pour dire, bon, qu'est-ce qu'une bourse de bitcoin? C'est vendre et acheter des bitcoins en échange de dollars canadiens. Notre bourse n'achète pas de bitcoin. Nous jumelons un acheteur de bitcoin qui a des dollars canadiens et un vendeur de bitcoin qui veut les dollars canadiens. Et nous réclamons des honoraires pour cela. Voici un tableau qui montre l'augmentation importante du Bitcoin. Vous voyez voyez ce qu'il en est de juillet 2011 jusqu'en mars 2014. Le Bitcoin était 5 $ canadiens. Vous constaterez une augmentation rapide, une augmentation jusqu'à 1 000 $ canadiens. Ensuite, diminution jusqu'à 500 $, le prix actuel du Bitcoin. Du côté conformité, nous avons toujours été proactifs. Nous avons toujours respecté la réglementation pertinente. Voici ici les statuts de compte qui doivent être obtenus pour faire affaire avec Vertex. Si vous n'êtes pas vérifié, vous ne pouvez pas faire affaire avec nous. Vous devez passer au niveau 1 ou au niveau 2. Une fois que vous avez été vérifié, que vous avez atteint le numéro 1 ou 2, voici les méthodes par lesquelles vous pouvez commencer à déposer de l'argent, à payer vos comptes, à faire des virements télégraphiques. Nous ne répondons aux besoins que des Canadiens. Nous vous envoyons des dollars canadiens pour les bitcoins que vous avez payé. Nous pouvons vous envoyer 500 000 $ par mois dans le niveau 2. Je vais maintenant vous expliquer étape par étape comment acheter des bitcoins. Vous venez d'atteindre le niveau 1, vous allez déposer des fonds, vous allez dire je veux 500 $ de bitcoin. La méthode que je vais choisir, c'est le paiement de facture en ligne. Vous effectuez le paiement avec les services bancaires en ligne et vous attendez de 2 à 5 jours pour la confirmation par courriel.
Au Canada, les transactions bancaires prennent du temps. Une fois que vous avez la confirmation, votre solde va passer à 500 $. Vous avez maintenant des dollars canadiens sur notre bourse et vous êtes prêt à acheter des bitcoins. Vous allez ensuite voir quel est le prix sur le registre central. À la gauche, vous voyez des acheteurs qui ont des dollars canadiens. À la droite, vous voyez des vendeurs qui ont des bitcoins à offrir. Ici, le premier vendeur est prêt à accepter 484 dollars canadiens pour un bitcoin. Donc, on voit le prix, 484, total de 314,99 $. Si on prend nos frais, on appuie sur Buy et le solde passe immédiatement à ce qui est indiqué ici. Et il nous reste 8 $ quelque chose parce que nous venons d'acheter un bitcoin. Nous aurions pu acheter une partie du bitcoin. Une fois que nous avons ce bitcoin, nous pouvons le retirer immédiatement de la bourse. Nous pouvons l'envoyer là où nous le souhaitons ou nous pouvons conserver ce bitcoin au sein de la bourse. Si vous choisissez de conserver votre bitcoin dans notre bourse comme mesure de sécurité, nous avons ce qu'on appelle un portefeuille chaud. Ça veut dire que seulement 2 % des clients qui ont des bitcoins conservent leur bitcoin sur notre bourse. S'il y a piratage, seulement 2 % des bitcoins seraient perdus. Le reste, 98 % est en différé, hors ligne, dans des portefeuilles en papier qui comptent des mots de passe. Nous utilisons différentes personnes pour gérer ce site d'entreposage et pour remplir le portefeuille au besoin. Côté marchand, mon rêve, c'est que tous les marchands en ligne acceptent les bitcoins comme monnaie de paiement. Voici pourquoi. Vous présentez votre magasin favori en ligne. Vous n'avez jamais vu de bitcoin. Vous voyez les méthodes de paiement habituelles, 500 $, bitcoin, 450 $. La première question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est moins cher en bitcoin? La deuxième question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que je vais obtenir ce qu'on appelle des bitcoins? Et bon, en ce moment même, j'essaie d'amener des marchands à s'intéresser à notre système. Voici un magasin d'Ottawa où on peut acheter de la bière et des ailes de poulet pour 20 $ canadiens. Mais si vous payez en bitcoin par votre téléphone mobile, vous allez obtenir un rabais de 6 $. Vos ailes de poulet et votre bière ne vont vous coûter que 14 $. Pourquoi est-ce qu'on offre un rabais quand on utilise des bitcoins? Parce qu'on aime ces arguments de vente. Livraison quasi instantanée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La transaction est apparue dans 20 secondes. Aucune rétrofacturation frauduleuse. C'est ce que je préfère du bitcoin. Comme propriétaire d'entreprise, mon entreprise a déjà généré des profits de 1 million de $. Lorsque j'ai constaté qu'il n'y avait pas de fraude possible avec le bitcoin, je me suis dit que je voulais que tous mes clients paient leurs produits ou leurs achats avec des bitcoins. Ce sont des transactions qui ne sont pas retardées par les heures d'ouverture des banques les jours fériés. Nous avons des traitements moins élevés que les frais de traitement habituels. Et à l'heure actuelle, 22 marchands canadiens inscrits acceptent le bitcoin et il y a 150 marchands qui, d'ici un mois, devraient l'accepter et 1000 marchands devraient accepter des bitcoins d'ici 6 mois. Bon, ce qui est le plus stimulant dans tout cela, c'est que la question c'est vous n'avez que 1000 marchands qui acceptent le bitcoin au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Ma réponse est celle-ci. Vous pouvez accepter des bitcoins, les convertir en dollars canadiens et obtenir une carte de débit en dollars canadiens. Vous pouvez ensuite prendre cette carte et vous adresser à 58 000 guichets automatiques et à 750 000 terminaux de PDV au Canada et faire vos emplettes.
Le commerçant a accepté votre Bitcoin sans le savoir car il a été converti en dollars canadiens. Le défi pour l'industrie est grand. Le premier, c'est les concepts qui sont mal compris. On croit que toutes les transactions en Bitcoin sont anonymes. En fait, elles ne le sont pas. Il s'agit de transactions inscrites dans le registre des transactions Bitcoin. Prenons l'exemple de Madame Chose. Vous voyez une adresse ici, celle de Madame Chose. Elle veut envoyer ses Bitcoins à l'autre adresse. Est-ce que cette adresse est un fournisseur de drogue ou d'armes à feu? Non, c'est un fleuriste. Comment on sait que c'est un fleuriste? Parce qu'on voit l'adresse Bitcoin sur le site du fleuriste et on peut avoir un suivi des informations sur Internet. Chaque fois que Mme Chose envoie un Bitcoin à la fleuriste, on a l'information. L'échange de Bitcoin peuvent être vérifiés. Il faut que vous connaissiez votre cliente. Vous savez qui elle est. Les échanges de Bitcoin ont toutes les données des utilisateurs et font office de point de passage obligé. J'ai mené un sondage. J'ai donné à nos clients une option. Si je vous donne la moitié des frais pour faire des transactions à l'étranger, ou on suit les frais courants, et à ce moment-là, vous pouvez facturer, avoir un débit direct. 92 de notre clientèle a dit qu'elle voulait qu'on reste au Canada. Et personnellement, je veux rester au Canada. TD, CIBC, RBC, Banque de Montréal et Banque Scotia, les 5 grandes banques à charte au Canada, ont toutes refusé de traiter avec nous en disant qu'il y avait des incertitudes au niveau de la réglementation. 16 autres banques secondaires ont également dit non, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant un partenaire bancaire au Canada. On est encore au Canada, mais il y a des frais élevés pour que l'on reste au Canada. On est toujours attaqué par des pirates et des voleurs. On est une cible privilégiée. Ils veulent voler nos bitcoins en ligne. À ce jour, il n'y a pas eu de piratage et on n'a perdu aucun bitcoin au fond. Bitcoin. Les bitcoins sont parmi nous et resteront parmi nous. On parle de 300 millions de dollars de transactions sur une période de 24 heures. Ce n'est pas juste une petite mode en passant, c'est un phénomène croissant et tout le monde voudra en faire partie. Le Bitcoin est au Canada et vous devriez nous réglementer de la même façon que vous le feriez pour les transactions en monnaie étrangère. Considérez cela comme une monnaie étrangère. On a un permis à l'heure actuelle. Si vous étendez la définition pour inclure le Bitcoin, toutes les limites, l'information KYC s'appliquera. On fera rapport des transactions qui semblent douteuses. La question, c'est est-ce que le gouvernement peut agir assez rapidement? On croit à la vitesse de la lumière. Et plus on attendra pour la réglementation, plus il sera difficile pour nous de rester au Canada. Je serai heureux de répondre à vos questions. On nous a expliqué qu'il y avait 3 façons de transférer des bitcoins. Les échanges, la démonstration de M. Kemper, et comme on vient de nous le dire, le troisième, c'est d'acheter un bitcoin. Ceci étant dit, je vais demander à Chris Reed, mon adjoint au nom du comité, d'utiliser 100 $ et de nous montrer comment cela fonctionne. À l'heure actuelle, il y a des problèmes de connexion. Donc, après la pause, on pourra faire la démonstration. Cependant, Hassiboan de BitAccess est parmi nous et il a des commentaires à formuler. Allez-y, monsieur. Oui, concernant les guichets automatiques. Je suis le co-founder de BitAccess. Merci de nous avoir invités ici. Parlez-moi rapidement, s'il vous plaît.
Merci de nous avoir invités pour vous montrer comment fonctionne ce guichet automatique des bitcoins dans cet honorable édifice. En 2013, 3 personnes ont fondé la compagnie. Ryan Wallace est ici. Nous avons commencé une entreprise à Ottawa. Toute la fabrication est faite à Ottawa, c'est local. Nous avons 10 membres et seront bientôt 15 d'ici 2 mois. Ceci étant dit, je vais vous dire ce qu'on fait. En fait, nous sommes un fabricant de guichets automatiques Bitcoin. Vous pouvez aller à nos machines et acheter des Bitcoins, comme sur une bourse ou comme nos collègues nous l'ont dit. Et cela se fait dans un climat sécuritaire en s'inspirant des lignes directrices du CANAF. On est dans plusieurs pays. Ces machines sont expédiées partout dans le monde et c'est fait au Canada. Nous avons des clients en Slovénie, Dubaï, Hong Kong, aux États-Unis, au Mexique, en Belgique, en Australie, en Allemagne, en Suisse et de toute évidence au Canada. Cette machine-ci est au marché Baille, à la tour de l'horloge. On a commencé le 1er janvier 215 à Toronto. Pourquoi est-ce que les gens voudraient utiliser ces guichets automatiques? Les gens faisaient tout d'abord du minage, voulaient les échanger. Et si ma grand-mère veut acheter un Bitcoin, elle ne créera pas un compte. Ça prend beaucoup de temps et c'est assez compliqué. Mais elle peut aller au guichet automatique, par contre, utiliser le KYC et acheter un Bitcoin. Si vous voulez encaisser le Bitcoin, vous allez à la machine et vous utilisez la monnaie fiduciaire. C'est la raison pour laquelle on veut utiliser les Bitcoins. Quand vous rencontrez quelqu'un dans un café pour acheter quelque chose au hasard, quelqu'un que vous avez rencontré en ligne et vous voulez faire une transaction avec beaucoup de monnaie. Et si vous allez dans un autre endroit, il faut créer un compte, etc. Ça, c'est la 3e façon d'obtenir le Bitcoin au guichet automatique. On est sur 4 continents, donc c'est un régime assez flexible. C'est facile d'obtenir des Bitcoins. Concernant la machine, vous devez avoir un numéro de téléphone. Vous entrez donc votre numéro de téléphone et un code. Si vous atteignez un certain niveau, vous devez balayer votre pièce d'identité et on fera une lecture de votre visage pour assurer l'identité de la personne. Chaque transaction est liée à une pièce d'identité. Il n'y a pas de transaction anonyme. Comme Joseph l'a dit plus tôt, on peut suivre les transactions à tout moment. À l'heure actuelle, la technologie d'identification est une des plus perfectionnées au monde. On fait un appariement de visage avec les cartes d'identité. On peut détecter la contrefaçon des pièces d'identité ou les pièces d'identité, les fausses pièces d'identité. Nous allons vous faire une démonstration de ce guichet automatique de Bitcoin après la pause. Et vous verrez ce dont ces guichets automatiques sont capables. Merci. Il y a 4 présentations. Monsieur O'Brien, vous n'avez pas quelques mots à dire au comité sénateur? Je suis fort heureux d'être ici. Quelle personne ici n'appartient pas à ce groupe, étant donné l'âge? En tout cas, je vais mettre les choses en contexte pour vous donner mon opinion sur les bitcoins et la monnaie numérique. Moi, je suis dans le domaine de la technologie, des affaires, et j'ai été pendant quelques années en politique. Après
avoir obtenu mon diplôme en physique en 71, j'ai passé 10 ans en design IC et le premier système mobile de chiffrement pour la GRC. Après ces 10 ans d'expérience en technologie, j'ai fondé Calian Technology et on est passé d'une compagnie de démarrage à une compagnie en bourse avec plus de 200 millions de dollars de ventes annuelles. Pendant mes 30 ans avec Calian, j'ai travaillé avec le premier ministre Chrétien, son conseil en sciences et technologies. J'ai conseillé Mike Harris à l'OGIB et j'ai également été président d'une table sectorielle sur les télécommunications ou sur les technologies de l'information. J'ai également été élu président de l'Association de technologie de pointe du Canada. Donc, j'ai été témoin de grands changements dans le monde de la technologie. Pendant ces 40 ans d'expérience dans le monde de la technologie et des affaires, j'ai été témoin de deux grands bouleversements technologiques. L'ordinateur IBM en 80-81 et ensuite l'avènement de l'Internet dans les années 90. Et je peux vous garantir que ces nouvelles technologies ont été bouleversantes. La plupart des gens avaient de grandes attentes à court terme face à cette technologie, mais elles ont sous-estimé l'impact à long terme de ces événements technologiques. Je crois que la monnaie numérique est un de ces grands bouleversements technologiques. Cela pourrait changer le commerce, les transactions bancaires partout sur la Terre, comme ça a été le cas pour les ordinateurs qui ont changé nos vies et l'Internet pour le domaine des télécommunications, des communications. Ces nouvelles technologies faisaient l'objet de préjugés et on fabulait et on disait qu'il ne fallait pas adopter ces nouvelles technologies. On dit que souvent ces technologies ne réussiront pas car les gens ont intérêt à maintenir le statu quo. Par exemple, un expert en radio avait dit que la télévision ne durerait pas. Le président d'équipement numérique avait dit que les ordinateurs ne seraient jamais populaires. Qui voudrait avoir une telle machine sur son bureau? Alors, vous allez voir les mêmes réactions de la mésinformation, des préjugés par rapport au Bitcoin. Mais pour comprendre cette pièce de monnaie, cette monnaie Bitcoin, il faut mettre cela de côté. Mais il y a d'autres défis qu'il faut prendre très au sérieux. Il pourrait y avoir des possibilités d'évasion fiscale, le financement du terrorisme et d'autres activités illégales ou frauduleuses, comme des activités frauduleuses au niveau des portefeuilles. Pour ce qui est de ces défis, financement de terrorisme, blanchiment d'argent et autres, on peut réagir aux États-Unis. On a vu que ça fonctionnait récemment. Il y a eu des arrestations. Pour ce qui est de la fraude, quelle est la fraude dans le monde de la monnaie virtuelle? Bien, sans exception, cette fraude est liée à ce qui se fait au niveau des échanges, au niveau des guichets automatiques et au niveau des portefeuilles, des cyberportefeuilles. Donc, entre votre monnaie actuelle et la monnaie numérique, il peut se passer des choses. Par exemple, il y avait récemment un scandale, il y a 300 millions de dollars qui ont disparu. Il y a eu des échanges où on perd, où on ferme la porte virtuelle et on ne peut pas retracer la personne. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, n'importe où au Canada ou sur la planète, vous pouvez lancer un échange virtuel comme si Vertex
avec moins de surveillance publique que si vous ouvriez une cabane à patates. Il n'y a pas d'obstacle à l'entrée, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de surveillance de la part de l'autorité publique et il n'y a rien qui empêche cela. Donc, c'est un manque de surveillance. Ainsi, il est plus facile d'envisager la fraude étant donné ce manque de réglementation. La question la plus importante, ou le défi le plus important, c'est ce manque de réglementation régissant les opérations. Comme le PDG de CA Vertex vient de le dire, il faut que le gouvernement adopte une réglementation pour créer un climat de confiance entourant le monde de la monnaie numérique. Une fois qu'on aura ce règlement, ce sont les forces du marché qui décideront si ça deviendra populaire ou non. Ce sont les forces du marché qui décideront quelle monnaie numérique sera adoptée et ce sont les forces du marché qui auront le dernier mot. Donc, comme il n'y a pas de surveillance des opérations, cela a une incidence sur le rapport entre les opérations et les partenaires bancaires. Les partenaires bancaires ont beaucoup de difficultés à faire affaire avec des entités qui ne font pas l'objet d'autant de surveillance réglementaire comme les inspections, par exemple. La technologie des bitcoins demande une réglementation comme celle qui s'applique aux institutions financières. Et avec ce cadre réglementaire, on pourra être conforme et ainsi on aura aussi de meilleurs rapports entre les échangeurs comme CA Vertex et les banques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur O'Brien. Commençons avec une question d'ordre général. Pour comprendre ce monde, combien d'échanges de guichets automatiques de Bitcoin a-t-on un peu partout? Le nombre d'échangeurs de Bitcoin sur la planète est de 8, qui sont très sérieux, et 30, si on prend le total. Très peu d'intervenants sur la planète. Au Canada, il y en a 2. On est le premier. On a un concurrent au Canada à l'heure actuelle. Les guichets automatiques, combien? À l'heure actuelle, il y en a 50. Et à ce jour, on contrôle 70% du marché. On parle du marché mondial? Oui, du marché mondial. 15, oui, on en a 15. 15, pas 50. Sur 22, c'est ça? Oui, 22 guichets au total et on en contrôle 15. On peut commander un guichet automatique à partir duquel on peut acheter des bitcoins. Donc, il y en a à peu près 22. Y a-t-il d'autres monnaies numériques? Is the major number one with a Le Bitcoin, c'est le numéro 1, avec des milliards de dollars. Litecoin est en deuxième place, mais bien derrière. En plus du Litecoin, il y a environ 20 autres copies du Bitcoin. Et aucune de ces monnaies n'arrive ni même en troisième place. Il y a environ 100 monnaies numériques à l'heure actuelle sur le marché. Oui, mais c'est négligeable. Je m'excuse, c'est mon erreur. Il est maintenant 15h55. On voudrait tout d'abord entendre le sénateur Black, ensuite le sénateur Marcotte. Ensuite, on prendra une pause et on verra cette démonstration. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacun de vous pour cette excellente présentation. J'aimerais vous poser des questions. À vous décider comment y répondre. Monsieur Kempra, vous nous avez dit qu'il y avait plein d'occasions pour le Canada. Si jamais
on a un bon cadre réglementaire, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous parler de ces occasions? Ben, il y a du capital de risque investi dans l'innovation associée au Bitcoin. Il y a également le financement. L'année dernière, Joseph a peut-être le chiffre, mais on parle de plus de 50 millions de dollars investis dans de jeunes entreprises de démarrage. Et partout au Canada, les gens se rencontrent et il y a beaucoup de passion chez ces jeunes, chez les anciens banquiers, banquières. Ça touche toutes les couches de la société. Il y a plein de gens intéressés au phénomène Bitcoin. Et moi, ce que j'ai constaté à ce sujet, c'est que tous ceux qui se lancent dans ce secteur sont sceptiques au départ. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui dit adorer les bitcoins dès le départ. Non, il faut répondre à certaines questions et ensuite les gens commencent à mieux comprendre le phénomène. Le sceptique devient un étudiant, l'étudiant devient le professeur et c'est le cheminement normal. Les gens commencent à comprendre le message. Et ce week-end à Toronto, l'Alliance du Bitcoin du Canada va tenir une foire. Nous nous attendons à ce que plus de 1000 personnes y participent. David est l'un des parrains de cette foire. Il y aura des célébrités de toute l'industrie qui viendront parler de son avenir. Ça revient à votre question de départ. Quelles sont les occasions qui s'offrent? Eh bien, pour comprendre ce qu'il en est, la meilleure chose à faire, c'est de poser des questions, de se familiariser avec le phénomène. Pour l'instant, le Bitcoin est la première monnaie la plus solide, mais en fait, c'est un point de départ. On ne sait pas trop où ça se dirige. Au milieu des années 90, nous savions que l'Internet présentait de grandes possibilités. Nous ne savions pas que Facebook, Netflix allaient suivre, que cela allait créer une force incroyable. Voilà le type de message que j'aimerais vous transmettre. Donc, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit parce que il y a beaucoup d'industries qui sont touchées. Il faut procéder une étape à la fois. Je vous félicite d'avoir entrepris cette étude parce qu'elle est presque aussi vieille que le Bitcoin elle-même. Permettez-moi d'étoffer cette réponse. Le Bitcoin, l'une de ses grandes qualités du plan bancaire, c'est que c'est une monnaie qui permet de transférer de la valeur d'un organisme à un autre à peu de frais. La raison pour laquelle je le dis, c'est qu'il y a plusieurs études qui le confirment. Mais si vous pensez réduire les frais des transactions bancaires, et cela seulement de 20 sous, eh bien, vous allez réinvestir dans l'économie une somme incroyable. Il y a une voie qui s'offre ici. Les monnaies numériques peuvent permettre de réduire le coût des transactions et cela ne peut qu'améliorer notre efficacité économique. Monsieur le Président, moi j'ai une autre question posée. Est-ce que je peux la poser tout de suite? Oui, allez-y. Monsieur David ou Monsieur O'Brien, vous nous avez incité à ne pas commettre d'erreurs sur le plan réglementaire. Si vous pouviez nous donner 3 conseils, quels seraient-ils? Monsieur David, vous avez dit qu'il fallait considérer votre industrie comme une devise étrangère. Oui, les devises étrangères sont réglementées. Prenez l'exemple de l'euro. Si vous échangez des euros pour des dollars canadiens, la banque demande de l'information sur vous. Il faut
respecter certaines normes, tout cela devrait s'appliquer aussi au Bitcoin. Je ne vois pas pourquoi il faudrait inventer de nouvelles règles. On peut simplement se servir de l'infrastructure existante. Il s'agit simplement d'indiquer que le Bitcoin est une monnaie numérique. Eh bien, moi, je suis d'accord avec mon PDG. Cela va de soi. Mais cela étant dit, je crois également qu'une institution devrait devoir se conformer à certaines étapes, certaines consignes avant de pouvoir échanger des transactions. Bon, il ne faudrait pas que deux personnes puissent se lancer et ouvrir une bourse. Alors, il faudrait considérer le Bitcoin comme une devise étrangère et ensuite assujettir cette monnaie à un certain nombre d'exigences. Cela devrait permettre d'accroître la confiance des consommateurs dans cette monnaie virtuelle. Je vous remercie beaucoup. Sénateur Massicotte, je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie nos témoins de comparaître devant nous cet après-midi. C'est vraiment très intéressant. L'analogie avec la chaîne d'information est très intéressante également. Je pense que la motivation première des gens, c'était d'avoir un marché ouvert. On voulait faire en sorte que l'on puisse échapper à la surveillance du gouvernement. Vous dites maintenant que le gouvernement doit réglementer le secteur pour accroître la confiance des consommateurs. Moi, j'ai deux préoccupations. Oh, tout d'un coup, là, on s'écarte de l'objectif original. Et ensuite, évidemment, ça va augmenter les coûts. Si on doit vous réglementer comme une banque, vous allez devoir faire partie du système de paiement. Et moi, je pense que cela va vous acculer à la faillite en une semaine à peine. Bon, vous connaissez vos clients. Vous saviez bien que tout transfert de plus de 10 000 doit respecter toutes sortes de normes. Bien, je pense que cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi. Qu'en pensez-vous? Eh bien, les banques ne vont pas traiter avec nous s'il n'existe pas de réglementation. Bon, vous avez essayé de faire un transfert, c'est à l'étranger, ça a posé des difficultés. Mais est-ce qu'on aurait fermé votre compte si vous aviez fait un transfert au Canada? Eh bien, les banques considèrent que les transferts à l'étranger sont plus risqués que les transferts au Canada. Eh bien, c'est parce qu'il y avait un transfert à l'étranger et aussi parce que j'ai changé des bitcoins. Pourquoi vouliez-vous servir de votre compte de banque pour déposer des bitcoins? Bon, c'était un portefeuille d'actions. Mais comme il y a eu un transfert de Bitcoin, le Bitcoin étant une devise non réglementée, la banque a fermé mon compte. Oui, mais les médias, à tout le moins, ont fait valoir que le Bitcoin servait à des échanges clandestins. Eh bien, s'il y a réglementation, je pense que ça va apaiser les craintes des gens. Oui, mais ça va créer une bureaucratie incroyable, comme c'est le cas pour les banques. Eh bien, nous suivons déjà les lignes directrices sur les échanges de devises. Il y a 25 employés au sein de notre entreprise qui s'assurent de cela. C'est déjà fait. Oui, mais M. O'Brien voudrait que vous soyez réglementé comme une banque. Non, je pense qu'il parle des obstacles à surmonter. Permettez-moi de faire une précision. Je ne pense pas que la réglementation doit être aussi rigoureuse que pour ce qui est des banques. Les banques
ne veulent pas faire affaire avec des institutions qui ne sont pas réglementées. Les banques veulent être certaines qu'un organisme respecte les lois fondamentales. Alors, on devrait trouver une solution mitoyenne. C'est ce que je vous recommanderais. Le secteur public est sans doute celui qui peut assurer cette surveillance. Et cela ne devrait pas exiger beaucoup d'efforts puisque les systèmes sont déjà en place. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, il ne nous reste que 2 ou 3 minutes. Sénatrice Bellemare, est-ce que vous voulez poser votre question ou nous pouvons nous arrêter maintenant, nous rendre au Sénat? Et j'inviterai nos invités et nos membres à revenir. Si le vote a lieu à 17h30, on devrait pouvoir revenir vers 17h50. La réunion devrait terminer à 18h15, mais je vous invite tous à rester sur place et nous poursuivrons la discussion à notre retour. Une question, une très brève question, parce que j'ai une question plus importante que je poserai un peu plus tard. Nous savons ce que fait la bourse, nous savons ce que fait le guichet automatique, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que le groupe, votre groupe, le Bitcoin Strategy, fait exactement? Eh bien, nous occupons nos postes depuis 1 an seulement et nous pensons que cette bourse doit être plus accessible. Si l'on veut que le Bitcoin prenne de l'ampleur, il faut que les gens comprennent ce secteur. Nous travaillons avec les entreprises de Bitcoin sur du côté communication. Nous émettons des communiqués. Bon, on peut dire que ces gens sont des gens qui connaissent bien tout ce qui est technique. Et nous occupons aussi des relations gouvernementales. Nous nous efforçons également de créer les fondements de notre entreprise. Toutes les entreprises doivent évidemment s'intéresser tout d'abord à leurs produits, à leurs services. Les concepteurs, hier, ont travaillé jusqu'à 5 heures le matin pour se préparer pour la séance d'aujourd'hui. Bon, et des spécialistes, des semi-spécialistes aident aussi à diffuser le message. Voilà donc le rôle que nous jouons. Je vais maintenant lever la séance. Je pense qu'à notre retour, vous nous ferez la démonstration de l'utilisation du guichet automatique. Merci. La séance est levée. Members of the committee. Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous reprenons la séance. Je voudrais vous remercier d'avoir été patient pendant la tenue de notre vote. Pendant la première partie de la réunion, nous avons appris qu'il y avait 3 façons de faire des transactions avec le Bitcoin: par la bourse, directement avec une autre personne ou par l'entremise de l'achat de Bitcoin à un guichet automatique. Je vais maintenant demander à mon adjoint d'apprendre à utiliser le guichet automatique. Est-ce qu'on peut vous entendre là-bas? Les micros sont allumés. Vous avez la parole. La première étape, c'est d'appuyer sur « Buy ». Ensuite, vous inscrivez votre numéro de téléphone. Bon, ça va être une petite transaction. 3 000 $, c'est la limite qu'on a fixée.
Oui, c'est la CANAF qui a fixé cette limite. Bon, il y a un peu... Vous avez un code. On envoie un code de vérification. Inscrivez le code. Oui, la machine est reliée à l'Internet, envoie un code à Chris ça lui permet de vérifier que le numéro de téléphone qu'il a inscrit est bien son numéro de téléphone. Inaudible pour l'interprète. Bon, il n'y a rien de secret au sujet de ce numéro, mais c'est une façon de veiller que Chris est la seule personne à utiliser ce numéro de téléphone. Pour le producteur de guichet automatique, ça permet de relier le numéro à l'utilisateur. On vous demande si vous avez un portefeuille Bitcoin. Vous indiquez non. Ça va vous imprimer un portefeuille. Voici le portefeuille. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on va le numériser. Mais Chris a déjà un portefeuille. Il peut utiliser son portefeuille. C'est un code QR que j'ai téléchargé par l'application de BlackBerry. Bon, la machine a reconnu son adresse. Elle figure, elle apparaît en haut ici. Donc, 50 $, c'est 0,9 Bitcoin. Cliquez sur « C'est fait ». Ça lui envoie les bitcoins. Ça va être terminé dans un instant. Et le bitcoin va s'inscrire dans son portefeuille. Bon, c'est fait. Chris vient de recevoir des bitcoins. 0, 1, 8, etc. Bitcoin. Bon, il va recevoir un texto avec le reçu de son achat. Ça va indiquer que vous avez acheté tant de Bitcoin à 0,4523. Les exploitants de la machine demandent des frais de transaction. C'est tout à fait normal. Bon, je vais vous donner ce qu'on échange, nous, sur Vertex. Bon, c'est une deuxième option. 545 $ canadiens, c'est le prix au guichet. Et sur Vertex, vous pouvez acheter la même quantité de Bitcoin pour 486 $. Vous voyez que les gens paient un peu plus pour utiliser le guichet et c'est parce que c'est commode. Alors, cette transaction a pris environ 3 minutes, 4 minutes. Est-ce que c'est typique? Eh bien, habituellement, ça va plus vite. Bon. Ici, il y a un petit problème pour ce qui est du lien avec le réseau. Mais c'est c'est instantané quand c'est branché à un réseau. Bon, tout dépend évidemment de la quantité d'argent qu'on inscrit ou qu'on met dans le portefeuille. Bon, parfois, ce sont des jeunes, des étudiants, et ils sont prêts à servir du guichet. Bon, il y a 3 façons de le faire. Il y a du comptant. Bon, c'est plus coûteux. Vous avez dit aussi que vous pouvez faire un transfert à partir d'un compte en banque. Oui, on peut verser de l'argent dans son compte, mais au guichet, on peut acheter des bitcoins avec du comptant seulement. Oui, donc on inscrit son numéro de téléphone. Ensuite, on a un compte. Je suppose que vous avez besoin de mon numéro de compte, mon numéro de code. Est-ce que j'ai raison? Non, pas tout à fait. Je voudrais vous corriger. Nous n'acceptons pas de carte de crédit.
Personne n'accepte de carte de crédit en échange de Bitcoin parce que les cartes de crédit peuvent faire l'objet d'une fraude. Bon, je vous ai parlé d'une vérification du niveau 1, du niveau 2. Non, il nous faut votre pièce d'identité gouvernementale. Il nous faut une preuve de votre adresse. Nous allons aussi demander une lettre de votre banque si vous excédez dépassez certaines limites. Nous allons aussi demander votre numéro de téléphone. On va peut-être vous poser aussi 12 questions. Ça peut prendre une semaine. Non, j'ai pas besoin d'un code. J'ai besoin d'un numéro de compte et les chiffres indiquant votre banque. Oui, je peux. Vous pouvez m'autoriser à l'avance de sortir cette somme de votre compte. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cela? Ça veut dire que je vous transmets beaucoup d'informations. Moi, je dois vous faire confiance. Bon, si vous ne voulez pas que je déduise cela directement de votre compte, vous pouvez faire un paiement en ligne. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de l'information touchant votre compte en banque. C'est vraiment très rapide, un jour ouvrable. Moi, je suis membre de Coinbase. Bon, Coinbase vous donne le choix d'utiliser une carte de crédit. J'ai utilisé chaque méthode, mais pour ce qui est du compte de banque, il faut obtenir le compte de banque, le numéro de transit. Il faut aussi donner son mot de passe. Bon, c'est un peu effrayant. Quand on utilise une carte de crédit, il y a plusieurs jours avant que l'achat figure sur la carte. C'est vraiment assez effrayant. Oui, je comprends que c'est effrayant, mais nous sommes une bourse qui veut susciter la confiance chez les consommateurs. Nous n'allons pas défalquer quoi que ce soit de votre compte sans votre accord, parce que sinon les banques vont nous obliger à cesser une activité. Très bien. On va revenir à la liste des intervenants. La sénatrice Bellemare allait poser une question, suivie du sénateur Campbell. La partie officielle de la réunion va prendre fin à 18h15, mais nous poursuivrons la discussion entre nous. Je vous remercie. Sénatrice Bellemare. A trait à une particularité de la monnaie numérique qu'on a traitée avec des experts, d'autres personnes, et qui était considérée comme une limite à l'utilisation de cette monnaie, et c'est la volatilité du taux avec lequel on peut changer le Bitcoin en monnaie fiduciaire, en monnaie du pays. Alors, et là, tantôt, bon, c'est sûr que vous avez illustré qu'il pouvait y avoir une différence de prix en achetant des bitcoins dans votre bourse et acheter des bitcoins ATM. Et ça, c'était lié, je pense, aux frais de gestion. Mais on nous a dit que le bitcoin pouvait s'échanger contre des dollars canadiens à un taux différent à Vancouver qu'à Ottawa. Donc, il y avait aussi des fluctuations aussi dans le temps. Alors, comment vous, cette caractéristique-là de ce mode de paiement ou de cette monnaie, comment pensez-vous réagir à ça? Comment essayez-vous de répondre à cette limite, d'une certaine manière? So I would say that, La question, c'est quelle est la différence entre les différents prix selon les régions du pays et même en comparaison de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Le prix du Bitcoin fluctue selon les conditions du marché. C'est un prix qui repose sur les forces du marché. Dans certaines bourses, il y a certains prix et il y a des indices avec des prix relatifs. Vertex a son propre prix, le prix du marché. Une autre bourse, Bitstamp, a son prix du marché. En Chine, ils ont des prix en renminbi. Il y a des bourses en Europe où ça se fait
en euros. Donc, il y a différentes bourses et il y a des échanges entre les différentes bourses. Et à ce moment-là, il y a un prix du marché mondial équilibré. C'est une question d'offre et de demande. Donc, c'est une marchandise, plus ou moins un bien. Problème avec cette idée de la volatilité, mais j'ai posé la question à des experts, puis ils nous ont dit, bon, tout dépend de la demande dans l'autre guichet. Mais là, moi, je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont entreprendre de faire un peu de spéculation là-dessus, sur les taux, et donc ça pourrait s'équilibrer. Mais on n'a pas répondu dans cette direction-là. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'en quelque part, les gens qui veulent s'acheter, je ne sais pas moi, du linge, bon, ils vont calculer le prix en bitcoin, et ils vont convertir ça en dollars canadiens, ils vont dire, ah, mais ça me coûte plus cher là que là. Bon, alors je voulais... Vous autres, vous ne considérez pas que c'est une limite à l'expansion de l'utilisation du bitcoin? May I Please, please. extremely a valid and important. Sénatrice, ce point est très valable. Il y a des organisations à New York, sur la bourse new-yorkaise et ailleurs, où on prévoit avoir ces marchés de vente d'options futures. On croit, en fait, qu'une fois qu'on aura ce mécanisme, peut-être d'ici 1 an. Vous savez, on en est au premier balbutiement du processus d'utilisation du Bitcoin. Les sénateurs ont une longueur d'avance parce qu'ils font ces études, mais on en est au premier balbutiement. C'est comme si on disait que l'Internet, c'est que pour les courriels. Donc, c'est un peu là où se trouve le Bitcoin. On n'a pas encore toutes les infrastructures en place, mais il y a des plans d'affaires à l'heure actuelle, du côté américain et même du côté canadien, justement pour tenir compte de ces questions de volatilité. Un peu lié à cela, c'est aussi au fait qu'on a une limite à la quantité de bitcoin. On nous a dit 21 millions à peu près. Et donc, après ça, ça va être trop coûteux pour faire de la bitcoin, des bitcoins à travers l'informatique, l'énergie. Alors, avez-vous déjà, voyez-vous plus loin, voyez-vous une façon de contrer aussi cette limite? In fact, En fait, il y a un protocole tel qu'on peut le diviser sur 9 ou 8 points décimales. Donc, on peut avoir 1 millier de bitcoins, 100 000 bitcoins. Peut-être d'ici l'an 2040 ou 2041, on aura miné tous les bitcoins et à ce moment-là, vous verrez une croissance dans la valeur de la monnaie fiduciaire et les gens utiliseront des parts plus petites, 1/10 de bitcoin qui pourrait valoir 100 $, disons. Donc, graduellement, sur le long terme, il y aura une stabilisation de cette volatilité et une augmentation de la valeur du Bitcoin à long terme, plus les commerçants et les usagers seront multiples. Value actuellement, qu'il y a beaucoup de détenteurs de bitcoin qui attendent le futur. Merci beaucoup pour vos réponses. Thank you, Senator Belmar. Merci, sénatrice Bellemare. Sénateur Campbell et ensuite sénateur Green. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins. C'est fascinant. J'ai 2 questions pour vous. La première, on a laissé entendre que si c'était considéré comme une devise étrangère, en vertu de la réglementation, à ce moment-là, on serait couvert à tous les niveaux. Ma question est la suivante. Disons que le gouvernement dit, bon, on considère le Bitcoin comme une devise étrangère. Et M. O'Brien fait une pièce qu'on appelle la pièce Larry. Et j'aime bien la pièce Larry. C'est un beau nom, le Larry Coin. Vous verrez, vous verrez. Alors, lorsque j'aurai cette devise étrangère, est-ce qu'à ce moment-là,
on se retrouvera avec plein de devises étrangères de toutes sortes. Et à ce moment-là, peut-être qu'il ne faudrait pas considérer que c'est une devise étrangère. Cette question est très importante. Mon premier commentaire est le suivant. Regardez l'utilisation que l'on fait de ce Bitcoin. On peut transférer 300 millions en 24 heures. Le Larry Coin, ce serait 0. Aujourd'hui, en tout cas. Un instant. Si vous croyez au Larry Coin, vous pourriez exiger qu'il y ait un seuil quelconque ou vous pourriez créer une autre catégorie. Votre question est fort complexe. J'aimerais bien avoir une réponse simple ou avoir une solution. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le Bitcoin, c'est la monnaie numérique. C'est celle qui existe et qui est utilisée aujourd'hui. Donc, ayons une réglementation pour le Bitcoin. On se préoccupera des autres pièces plus tard. Il y a les fabricants d'automobiles. En tout cas, pensez-y. J'aime bien l'idée. On semble avoir là une solution facile, mais bon. Peut-être que je suis stupide, mais il y a beaucoup de gens qui le sont aussi. Pourriez-vous me dire comment on en arrive à cette différence entre le prix ici et le prix sur votre bourse? On parle d'une différence de 15 % environ. C'est que notre bourse est une bourse. Il y a des acheteurs et des vendeurs, et c'est eux qui déterminent le prix qu'ils veulent payer ou acheter. La machine, le guichet automatique, c'est pas une bourse. On offre un prix fixe. Bon, peut-être que je pourrais étoffer. Il a raison, c'est pas un prix fixe. Dans ce cas-ci, il y a des frais. Si vous achetez un café d'une telle sorte, vous pouvez le payer plus cher. Les transactions en Bitcoin. Quelqu'un a donné une bonne définition du Bitcoin. Le Bitcoin est à l'argent ce que le courriel est à la poste, à la maison. 6 milliards de courriels par jour sont échangés. Combien de courriers livrés à la maison? Comparons cela à ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans. À mon avis, à l'époque, on avait 3 gros ordinateurs pour l'ensemble de la planète. Alors, il faut changer l'approche. Il faut penser également au câble Internet. À l'heure actuelle, on utilise les câbles pour les communications. Avec le Bitcoin, on a un protocole différent. Disons que vous voulez avoir accès à Internet. Vous payez pour l'Internet, mais vous pouvez quand même envoyer 1000 courriels à l'heure si ça vous chante. Bon, la question est assez précise. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix? Il faut répondre simplement. À l'heure actuelle, c'est environ 5 %. Bon, permettez-moi de revenir en arrière, puisque c'est moi qui pose la question. C'était environ 80 $, donc à peu près 15 %. Lorsque je vais au guichet automatique, à moins que j'utilise une machine à ma banque, on va m'imposer des tarifs de 1,5 % et un autre pourcentage parce que je n'ai pas utilisé la machine de ma banque. Alors, pourquoi est-ce que je paye ici 15 %? Une différence de 15 % par rapport à la bourse. Je vais vous expliquer cela. Ce prix-ci, pour ce guichet, est établi. En fait, ce n'est pas l'exploitant de la machine qui établit cela. Il est seulement le fabricant de la machine. Inaudible. Il y a quelqu'un d'autre en ville qui est une genre de maison de courtage. Ils ont un prix d'achat et de vente. Et cela provient de cette maison de courtage. Le prix sur la bourse Vertex, c'est le prix du marché à l'heure actuelle.
le prix au guichet, c'est celui du courtier plus les frais de transaction. Je pense que ça pose problème. Et cette différence de prix, c'est problématique. Quand je vais au guichet, je m'attends à ce qu'on m'impose, c'est le prix du marché à ce moment-là. Pas ce que c'était il y a 5 jours. Vous pouvez jouer avec cette machine. Vous ne pouvez pas le vendre à ce prix. Le prix de vente est plus faible. Donc, il y a une fourchette là. Si je le vends, enfin, si je l'achète de la bourse et que je le vends sur la machine, non, vous ne pouvez pas faire ça. L'exploitant l'achète de la bourse et le vend là. L'exploitant doit acheter la machine. Comme entreprise, il faut quand même avoir une marge de profit, là, parce que c'est pratique. Merci. Sénateur Green, merci infiniment. J'ai quelques questions à vous poser pour donner suite aux questions du sénateur Massicotte. Question qui a été posée il y a environ 1 heure. Il s'agit de questions d'ordre philosophique, je crois. À l'heure actuelle, vous avez des problèmes de conversion, je pense. Hein? Vous travaillez là-dessus. Et il faut le faire. Si vous voulez une croissance de votre entreprise, vous travaillez également à cette question de volatilité du marché. Ça, c'est très important aussi pour votre entreprise. Mais il me semble qu'à ce moment-là, vous allez à l'encontre du bien fondé du Bitcoin. Le Bitcoin, ça devait être une devise parallèle qui n'a rien à voir avec la conversion, etc. Donc, plus vous voulez que le Bitcoin soit considéré comme une monnaie nationale, plus vous serez loin du but premier du Bitcoin. Ainsi, on peut poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du Bitcoin? Sénateur, commentaire pertinent. Mais la réponse se retrouve dans les avantages fondamentaux économiques, c'est-à-dire les échanges entre réseaux de pair à pair. Oui, vous parlez de réduire la volatilité, lever les obstacles d'accès sur rampe ou hors rampe. Ça vise à faciliter la conversion de la monnaie fiduciaire à la monnaie numérique. Une fois qu'on est dans le monde du numérique, vous voudrez peut-être régir ou contrôler cette monnaie, mais ce sera pratiquement impossible. Oui, on peut avoir une réglementation, mais difficile de régir la transaction de pair à pair. Mais on peut néanmoins s'assurer qu'il y a une protection du consommateur et de la consommatrice et qu'on évite le blanchiment d'argent, le financement des actes de terrorisme. Bien que ce n'était pas le but original de cette devise, pour qu'on ait 75% de la valeur de cette monnaie, il va falloir faire des compromis quelque part pour s'assurer que la société et les gouvernements et nos partenaires puissent considérer la technologie du Bitcoin. Le monde n'est pas parfait. Oui, il y aura des compromis à faire. Oui, mais ça va coûter de l'argent. Et ça va rendre l'utilisation du Bitcoin moins efficace. Oui, absolument. Cependant, il y a peu de friction là. Ainsi, il y a une telle marge de manœuvre. Malgré ces petits frais généraux, et c'est ce que nous croyons, dans le beau monde du capitalisme, on peut investir et laisser les forces du marché faire leur œuvre. Nous croyons néanmoins qu'il y a plein d'occasions d'avoir un bon rendement au sein de la communauté Bitcoin pour les entrepreneurs.
Et on peut également augmenter la valeur économique. Donc, vous avez raison. Ça dépend de l'ampleur du phénomène et du succès de ce secteur. À votre avis, est-ce que ça va augmenter la masse monétaire, le Bitcoin? Je ne suis pas nécessairement compétent pour répondre à cette question, mais personnellement, je considère que le Bitcoin s'ajoute à la masse monétaire. Ce n'est pas un concurrent à la masse monétaire. Mais je ne suis pas économiste. Je ne comprends pas les tenants et aboutissants de la M1 ou la M2. Merci. Il est un peu passé 6h15 et en vertu des règles du Sénat, nous devons mettre fin à cette séance du Comité permanent des banques et du commerce au nom de tous les membres du comité. Je remercie les témoins. Nous avons fort apprécié votre participation aujourd'hui. Cela va vraiment nous aider dans nos délibérations. La séance est levée.